Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Eric Zader. Je suis à la partie conseil FDSEA, donc je suis rattaché au centre comptable d'AS Entreprises pour la Marne. Marie, bon, je te laisserai te présenter, hein. On va intervenir tous les deux. Donc la demande préalable, donc, c'était de vous présenter dans un premier temps la démarche Oser ancrer et en brie. Donc voilà, donc cette démarche, elle a été initiée au départ par la Chambre d'agriculture. Et c'était surtout focalisé sur la région Barrois, avec les difficultés d'aléas climatiques qu'on a pu avoir sur les dernières années. Voilà, l'idée, c'était de trouver les leviers qui permettaient de montrer la performance sur certaines exploitations, et à défaut de voir un peu le travail qui restait à faire sur d'autres. Donc ce schéma a été repris. Il a été repris et développé sur la région Champagne-Ardenne. Donc participaient toutes les OPA du département, et en parallèle, toutes les coopératives. Donc en parallèle, a été développé également un travail sur les filières, donc notamment la filière luzerne, mais pas que. Donc l'idée, c'était de voir, au-delà des exploitations, si dans la région, il y avait des moyens de mettre en œuvre de la performance sur le territoire. Donc plusieurs axes de travail, notamment sur la filière donc betterave, suite aux différents aléas qu'a pu rencontrer la filière, notamment climatiques et techniques. La luzerne, bien sûr, d'où mon intervention du jour. La méthanisation, puisque aujourd'hui c'est quand même une filière en devenir, en plein développement dans la région Grand Est. Et une démarche plutôt sur le bio qui permettait de s'intégrer dans toutes les entreprises. Voilà, donc l'idée, c'était de reprendre de faire le constat sur toutes ces filières et de voir un peu globalement quelles étaient les marges de progrès et quelles étaient surtout les performances que certains pouvaient développer par rapport à d'autres. Voilà globalement le principe. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc vous avez les logos des principaux organismes qui ont participé à la démarche OSER, sachant que vous avez également la coopération qui participait sur toute cette partie filière. Donc ça a fonctionné par groupe, les groupes de travaux, et on a analysé ensemble, on a mis en commun toutes nos statistiques pour analyser les entreprises. Donc voilà. Le premier constat, déjà, c'est sur la partie assolement. Donc, on a pu analyser en gros 400 entreprises. Et donc, on a classifié ces entreprises par taux de pourcentage de luzerne dans l'assolement. Donc, vous prenez de la gauche vers la droite. Donc, de la gauche, vous avez le moins de luzerne, vers le fond vert clair, où il y a le plus de luzerne. La partie bleue, la dernière partie bleue étant la moyenne. Donc la somme est la moyenne de l'ensemble. Donc on s'aperçoit que les tranches de surface, donc de 0% de luzerne, donc des assolements, on va dire plutôt scopeurs, avec des assolements plus diversifiés, donc avec un pourcentage de luzerne jusqu'à 9%, de 9 à 14, et plus de 14%. Voilà, donc la partie verte foncée étant la partie, excusez-moi, la partie centrale la plus importante. Les premiers constats, donc de toute façon par rapport à l'assolement, ce que nous on a pu mettre en avant, c'est que ces assolements à forte participation de luzerne, globalement sortaient en gros en moyenne 15 € de plus à l'hectare que les autres exploitations. Donc ça, c'est sur un échantillon de 400 entreprises type Champagne-Crayeuse. Donc ces entreprises ont été sélectionnées, nous, avec dans un tri, on a ressorti des exploitations donc sans élevage, exploitations sans vigne, exploitations sans activité extérieure. Enfin, voilà, on a essayé de cibler vraiment un format d'entreprise grande culture, système identique. Donc voilà, donc la performance luzerne, voilà, pour moi, elle s'intègre globalement dans un schéma plutôt diversifié, puisqu'après, on a pu scinder notamment avec les assolements spécialisés betterave, puisqu'on pouvait, il y a des petites choses qui vont ressortir, notamment sur la participation du couple luzerne-betterave.
Deuxième point qui a été traité, donc, c'est la participation de la luzerne dans l'assolement. Quel est l'impact global sur la production? Et là, ce qui a pu ressortir globalement, c'est les incidences, notamment sur les autres productions. Et un des constats, c'est de voir que, par exemple, plus vous avez de luzerne dans l'assolement, on s'aperçoit que les rendements de certaines productions sont également améliorés. Donc, voilà, je ne sais pas, la corrélation n'est peut-être pas directe, mais voilà, les assolements sans luzerne, donc plutôt orange, voilà, globalement ont une performance inférieure, notamment en blé, mais également en betterave. Et le couple finalement luzerne-blé, luzerne-betterave a des effets favorables globalement sur l'ensemble des rendements. Donc la performance est à la fois économique globalement sur le revenu, mais à la fois sur la production, la productivité des entreprises. Donc sur la partie productivité, voilà, on a vu qu'il y a un effet positif de l'assolement luzerne. Qu'en est-il sur la consommation et sur les charges de l'entreprise? Bon, là, on s'aperçoit que c'est plus mitigé. Sur la partie intrant, globalement, voilà, ce qu'on constate, c'est que forcément, ce sont des cultures aussi consommatrices. Hein, et forcément, en intrant, notamment en engrais, on s'aperçoit que l'assolement vert, donc, qui est la tranche 9%, 14% de part de luzerne, qui est aussi couplé avec un assolement betterave, hein, il faut quand même l'intégrer ensemble, voilà, globalement consomme plus d'intrants, notamment en engrais. À l'inverse, on a une économie sur la partie phytosanitaire, et sur la partie semences, on est à peu près équilibré, sauf la partie 100% scopper. Voilà, donc globalement, voilà, on a un effet quand même sur la partie intrant. Sur les charges de mécanisation, là par contre, c'est beaucoup plus net. Donc notamment le diaporagramme de gauche où vous avez voilà, la part de plus vous avez de luzerne, moins vous avez de charges de mécanisation globalement sur l'entreprise. Donc ça ne veut pas dire que vous avez moins d'équipements, mais qui sont peut-être mieux valorisés, mieux équilibrés par rapport à la taille des entreprises. Sur la partie assurantielle aussi, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver, notamment sur les assurances aléas climatiques. C'est vrai que la part de luzerne, globalement, dans les contrats socles, les contrats groupes sur les aléas climatiques, ont un effet favorable, puisque globalement, on a un coût inférieur sur ce poste global d'assurance par rapport à une exploitation 100% scopper. Et pour finir globalement sur l'équilibre financier des entreprises, on s'aperçoit que globalement, ce sont des entreprises donc plus performantes, donc qui ont des résultats plus favorables et globalement avec un endettement moindre, puisque on le retrouve dans le... Oui, enfin non, vous l'avez plus. Donc la partie assolement vert, voilà, globalement se retrouve avec un taux d'endettement global de l'entreprise plus faible que les autres entreprises. Donc voilà, ça c'était une analyse qu'on a pu faire sur 5 ans, donc de 2005 à 2019 inclus. Voilà, donc c'était une analyse voilà, qui est un peu aujourd'hui datée, hein, puisqu'il s'est quand même passé des choses entre-temps. La vie ne s'est pas arrêtée. D'ailleurs, l'actualité aujourd'hui continue. Hein, les événements géopolitiques font qu'aujourd'hui, on a quand même un impact important, notamment sur les coûts des intrants. Voilà, donc ce que je voulais reprendre, c'était quand même refaire le point sur un petit peu d'actualisation par rapport à la situation actuelle. Donc ça, bon, je ne vous apprends rien aujourd'hui. L'envolée des cours, la volatilité des marchés, mais surtout des matières premières. Et donc on a un gros impact aujourd'hui sur les consommations et le prix des engrais. Donc bon, ces courbes parlent d'elles-mêmes hein, depuis la moisson globalement, hein, depuis le mois, enfin même un peu avant, depuis le mois de juin-juillet. On a une envolée de l'ensemble des matières fertilisantes, mais pas que. Donc, les consommations de carburant. Donc, je pense aussi à l'énergie pour vos entreprises. Voilà. Donc, derrière, il y a quand même une évolution attendue sur l'année 2022-2023 qu'il va falloir prendre en compte. Donc, voilà, globalement, on est parti sur un doublement du poste fertilisant. Donc, si on prend, nous, des hypothèses par rapport à 2022-2023, on est parti sur un assolement moyen Champagne en partant d'hypothèses d'achat d'appro 2021 ou d'achat d'appro avant la hausse ou après la hausse.
Donc, suivant le positionnement des agriculteurs, on va avoir un schéma varié, multiple. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'à fertilisation égale, support minéral égal, globalement, on va doubler le coût engrais sur la ferme Marne sur l'année qui vient. Donc globalement, c'est ce qu'il faut s'attendre. Donc face à ça, on a essayé de mesurer, nous, l'impact sur les coûts de revient à venir. On a comparé 2021 à 2022. Alors 2021, on l'a toujours mis en prévision, puisqu'en fait, on cale ces coûts de revient à partir des comptabilités qu'on suit. Donc on analyse en gros le quart supérieur, le quart inférieur, avec une moyenne des exploitations. L'idée étant que voilà, on prend les meilleures exploitations. Le quart inférieur, c'est les exploitations les plus performantes par rapport aux résultats, aux coûts de fonctionnement, et les quarts supérieurs par rapport aux charges les plus importantes. Et donc aujourd'hui, on n'a pas l'intégralité des comptabilités, donc on est parti sur les 2020 actualisés 2021. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a un coût global de revient entre 550 et presque 800 € de l'hectare, suivant le niveau d'investissement des exploitations. Donc ce qui donnait un coût de revient la tonne, en gros, entre 50 et 70 € la tonne, main-d'œuvre inclus, puisque là, on rémunère le travail. Donc on a dupliqué ce schéma sans adaptation à 2022 en prenant les rendements moyens. Donc là, on a un rendement supérieur, puisque l'année 2021 était quand même un peu inférieur en termes de production. Et on s'aperçoit que le coût de revient explose. On passe entre 900 et 1200 € de l'hectare, et un coût de revient à la tonne sans adaptation entre 76 et 98. Globalement, on a une forte évolution liée essentiellement, un peu à la mécanisation, les consommations, mais surtout au post-engrais. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la hausse globalement, elle est de presque 60%. Qui est très important, puisqu'on a fait la même comparaison sur les autres productions. Et si vous prenez par exemple le blé, une production classique que tout le monde prend en référence, on a forcément les mêmes évolutions de coûts de revient. Mais globalement, la hausse n'est que de 30%, puisque le poste fertilisant dans le coût global de coût de revient du blé ou de la betterave ou d'autres productions est beaucoup plus inférieur, puisque la luzerne, on a un coût essentiellement de production de coûts d'intrants. Les frais de mécanisation sont dédiés, et donc on a les charges de structure réduites. Donc globalement, la part du coût du fertilisant, proportionnellement, est beaucoup plus importante que dans les autres productions. Donc voilà, c'était le constat qu'on pouvait faire. Après, voilà, je sais très bien que les agriculteurs vont s'adapter, ils s'adaptent toujours. Donc il y aura forcément des substitutions, il y aura peut-être des changements de matière d'apport, peut-être des impasses. Enfin voilà, globalement, Mais l'idée est quand même de voir qu'en tendance, on a quand même une augmentation importante des coûts de revient à venir sur 2022 et peut-être même 2023, vu la courbe des matières premières actuellement. Voilà, je vais peut-être donner la parole pour revenir à Oser Ancrer, parce qu'on a un peu débordé. Bonjour. Marie-Niès, responsable des relations adhérents chez CAPDA. On va improviser. Dans le groupe de travail Luzerne Oser Ancrer, on avait les agros des COP, Sun, Luséal, TNA et CAPDA, Damien bien sûr, et puis Olivier Josselin de AS Entreprises. Donc j'espère que vous avez retenu ce travail fondamental. On a quand même des gens qui nous ont chiffré sur 400 exploitations sur 5 ans. On sait qu'avec entre 9 et 14% de luzerne dans l'assolement, on dégage à l'échelle de la rotation 15 € de plus à l'hectare. C'est une donnée fondamentale. Donc notre luzerne qui apporte financièrement dans l'assolement, en plus, elle a, en termes de perspective nationale, des vrais avantages. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la reconquête protéique, c'est un objectif du gouvernement. On table sur les surfaces doublées en 10 ans, alors pas spécialement de la luzerne, mais des surfaces de culture riches en protéines.
Et notre luzerne, avec ses 2,5 tonnes de protéines à l'hectare, elle est en très bonne position. Et d'ailleurs, la nouvelle PAC est très favorable. On va conserver le maintien de l'aide directe à l'hectare entre 100 et 139 € a priori. Et la luzerne va vraiment faciliter l'accès aux écorégimes de niveau supérieur avec 82 € de l'hectare pour tous les hectares de l'exploitation si on a suffisamment de diversification, notamment en tout cas par la voie de la diversification, mais je crois que c'est un sujet que vous connaissez très bien. Alors, bien entendu, il y a les traditionnelles actions sur la biodiversité, la qualité de l'eau. Apilus a été quelque chose de majeur en 2021. Et puis, par rapport à la qualité de l'eau, on a des partenariats partout avec les chambres d'agriculture, les syndicats, les agences de l'eau, essentiellement sur tout ce qui est conversion bio, filière BNI. Donc, c'est des choses aussi qui ont très bonne presse. Les engagements forts de la filière sur le CO2, réduction de 2/3 des émissions par tonne produite, la base étant 2012 et l'horizon 2025. Les paiements pour services environnementaux, les PSE, Éric Masset, je pense, vous en reparlera aussi. Il s'agit de rémunérer les aménités de la luzerne. Ça part sur des engagements volontaires et puis il y a encore des systèmes de financement à travailler, mais notre luzerne, elle est totalement en phase avec les attentes sociétales et environnementales. Donc, si on résume, on a de la luzerne qui rapporte de l'argent dans les assolements et qui, en plus, est en phase avec les attentes sociétales et environnementales. Donc, dans ce groupe de travail, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait amener ça aux agriculteurs concernés qui se poseraient la question, qui ne feraient pas de luzerne, qui auraient envie d'en faire ou qui s'interrogent un petit peu. Alors, vous allez voir qu'on va enfoncer beaucoup de portes ouvertes, mais c'était aussi peut-être un moyen de redonner, nous, dans nos COP, aux responsables adhérents, par exemple, de redonner un argumentaire. Alors, bien entendu, pour l'agriculteur éleveur, on est sur une protéine locale de qualité avec un approvisionnement qui est sécurisé. C'est extrêmement facile de stocker, de manipuler. Grâce à des Yalis, on a une gamme très complète. Et on se retrouve finalement avec un produit qui est standardisé, qualifié, qui est fiable et qui va s'adapter à tous les besoins grâce à cette diversification de gamme. Cette notion de protéines à domicile, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché dans le consommateur commence à s'attacher à ce type de produit. Pour les agriculteurs céréaliers, je vous ai dit qu'on allait enfoncer des portes ouvertes. C'est une bonne tête d'assolement. Ça structure les sols. C'est un gain de main-d'œuvre. C'est un plus pour les céréales suivantes via l'azote. On a moins de charges de mécanisation, moins d'achats d'engrais azotés. On couvre les sols en automne, en hiver. Et c'est un moyen de lutter contre les vulpins résistants et pas que. Globalement, on sait, on avait déjà vu ça en journée technique, que la flore de la luzerne est différente, la flore adventice de la luzerne est différente de la flore adventice des autres cultures. Et ça permet de casser ces cycles. Pour les agriculteurs qui sont double actifs, avoir de la luzerne, c'est moins de temps de travail. On sème une fois tous les 3 ans. Il n'y a pas de contrainte de récolte. La culture est relativement facile à tenir. Alors attention à respecter l'agronomie. Il ne s'agit pas d'aller... Non, toujours pas. Il ne s'agit pas d'aller laisser de la luzerne pendant 5 ans avec pas de fertilisation. On reste sur de l'agronomie qui est importante. Donc toujours pour notre agriculteur double actif, il y a peu de charges de mécanisation, pas besoin d'investissement sur ce sujet. Ça peut diminuer son coût de prestation à l'hectare s'il a recours à des prestataires. Peu de passage de pulvée, pas de travail pendant la période de récolte et globalement du temps pour une autre activité ou pour sa vie personnelle ou pour tout simplement. Ouais, la luzerne, elle pousse sans moi. Pour l'agriculteur bio, ça facilite la conversion, c'est évidemment indispensable pour fournir de l'azote aux cultures suivantes. Le rythme de coupe va permettre de nettoyer les parcelles. Ça nécessite relativement peu de surveillance comparativement à d'autres cultures.
C'est majeur pour la biodiversité de la parcelle et pas que, de l'exploitation. Ça fournit des fleurs pour les ruches et on l'a vu, donc des marges supérieures pour les rotations avec luzerne. C'est aussi des calculs qui avaient été faits par la Chambre d'agriculture de l'Île-de-France. Et puis globalement, on évite les rejets d'azote dans l'atmosphère. En agriculture bio, la luzerne, c'est incontournable. Pour les agriculteurs qui seraient certifiables HVE, vous y avez cru, hein, Marie, désolé encore pour l'aspect technique. Et le rabat-joie est obligé de vous indiquer qu'il vous reste 10 minutes d'intervention. J'ai besoin de 3. Donc pour les agriculteurs certifiables HVE, on diminue le poids de la culture dominante, on favorise, il y a plus de culture, donc plus de diversification. Alors par rapport j'avais gardé le terme SIE, mais qui va être, la notion va être un petit peu différente dans la nouvelle PAC, mais toujours est-il qu'on a moins de SAU, on a plus de SAU non traités, on réduit les IFT à l'échelle de l'exploitation, moins de fertilisation azotée, donc un accès vraiment facilité pour la certification HVE. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver par rapport à la nouvelle PAC. On facilite l'accès au niveau supérieur. Donc, c'est des points obtenus facilement. Et puis, c'est dommage, j'aurais bien voulu que vous ayez... Mais le point qui est important, je trouve, vous êtes agriculteur coopérateur, c'est un outil industriel de proximité qui crée des emplois en milieu rural. C'est non délocalisable, ça reste des entreprises à taille humaine, dirigées par des agriculteurs. Et un point qui me semble majeur, la luzerne soutient les autres filières dans le verdissement des assolements. La luzerne, ça fait vivre la ruralité, il faut qu'on en soit très fiers. Et alors globalement, si on dit pour mon exploitation, pour l'exploitation je vous rappelle que l'idée était de faire des fiches à destination des agriculteurs. Grâce à la luzerne, on a un équilibre financier, un équilibre de vie personnelle, un équilibre en azote, en matière organique et une exploitation qui va être plus vertueuse et qui sera labellisable. Aujourd'hui, un agriculteur est un chef d'entreprise. Il ne doit pas... c'est plus possible de juste calculer des marges par culture. C'est un chef d'entreprise qui doit allier compétitivité et pérennité. Et en ça, la luzerne est une belle réponse. Voilà. Merci. Avant de passer à une séance de questions, un petit constat. Donc, pour les nombreuses personnes qui ont fait le déplacement, on parle un petit peu de Champagne pour commencer, de Champagne-Ardenne tout du moins, et de zone de craie ce matin. Je constatais simplement que sur le souhait de diversification ou d'évolution des fermes champenoises, on parle de luzerne, de méthanisation, de betterave et de bio. Et nos structures de luzerne cochent évidemment la casse luzerne, coche la casse betterave via la déshydratation des pulpes et évidemment coche également la casse du bio. 3 cases sur 4, la filière est quand même plutôt bien placée en termes de diversification sur la région. Est-ce qu'il y a des questions parmi les présents? Je t'écoute. Est-ce que non, tu parles fort en général, il n'y a pas besoin de micro. Alors je vais essayer. Moi je ne suis pas économiste, je suis scientifique. Je me demande si vous n'ignorez pas un peu l'intérêt de la luzerne. Alors, entre nous, on peut peut-être se dire, les 15 € de marge nette supplémentaire, quand on parle de population référence qui inclut la luzerne elle-même, on avantage cette référence. Je fais un essai, je mets un témoin, je mets un traitement avec luzerne, je compare le résultat, luzerne versus témoin. Je ne fais pas la moyenne témoin pour luzerne pour comparer les effets de luzerne. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le plus sur les autres cultures, betterave, blé, notamment. On retourne le blé, on connaît un petit peu l'histoire de la agronomique. Est-ce que les éminences dans la salle, notamment de l'agronomie betterave, qui permettraient d'avancer des hypothèses sur la relation luzerne et augmentation de la productivité betterave? Et puis, troisième question, c'est sur à qui on remet ce surplus de marge nette en termes de culture. On est bien faire la compta analytique, on s'est battu dans la filière margeur brute versus marge nette, marge semi-nette. Cet excédent de marge nette, à qui on l'attribue? Est-ce qu'on laisse sur les autres cultures, le blé, la betterave, ou est-ce qu'on l'attribue à la luzerne? Je peux peut-être faire une partie réponse sur la partie betterave. On a notamment des engins sur la partie agronomique betterave.
On a notamment des engins qui sont de plus en plus lourds au niveau de la récolte. Et dans ma région, moi je suis au nord de Reims, on commence à constater les parcelles qui sont sans luzerne et les parcelles avec luzerne. On constate des problèmes effectivement de drainage avec des sols qui comportent de la luzerne quelques années après la betterave qui permettent d'être complètement rénovés au niveau de la structure du sol, ce qui n'est pas le cas chez les agriculteurs qui ne produisent pas de luzerne. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un gros impact agronomique. Voilà. Pour le reste... Didier, j'espère que tu n'attendais pas une réponse. J'espère que c'était des pistes de réflexion. J'avais une question complémentaire. Est-ce que dans vos calculs, vous avez valorisé les 70 unités, par exemple, de luzerne, de reliquat azoté qu'on a sur une céréale sur les 2 années suivantes? Est-ce qu'elles ont été valorisées dans le sens où on considère qu'avant les augmentations récentes, on était plutôt sur 1 euro l'unité en azote. Aujourd'hui, le cours fait que c'est plutôt 2 euros. 70 unités, ça veut dire que c'est 140 euros hectare que l'agriculteur n'a pas à sortir en trésorerie sur les céréales suivant une luzerne. Et je pense que là, ça commence à compter également sur un assolement champenois. Enfin, sur ce détail, on pourrait l'intégrer éventuellement quand on fait le calcul des coûts de revient futurs. Par contre, sur l'analyse factuelle des 5 ans, voilà, on a fait une sélection d'entreprises. Et la difficulté a déjà été de sélectionner ces entreprises, puisque voilà, avec la particularité de chaque territoire, d'avoir vraiment une photographie assez homogène d'entreprises représentant, sans particularité spécifique, risquant de fausser réellement les résultats. Donc la difficulté, effectivement, ça a été dit, hein, à qui on attribue ces valeurs. Moi, je parle d'assolement diversifié. Je pense que c'est le plus simple. Ça résume en fait que la luzerne a un impact. Maintenant, à vous d'attribuer la part peut-être la plus favorable par rapport aux autres. Mais enfin, je pense que c'est un ensemble. On parle de cumul d'effets de levier favorables. Forcément, chaque assolement, chaque production va amener sa quote-part au résultat. Mais globalement, ce qui ressort, c'est quand même que la luzerne, majoritairement dans les assolements, crée une dynamique favorable sur le résultat des entreprises. Après, entre les témoins, ça c'est le plus délicat, puisqu'il a fallu fusionner sur un territoire. Donc on a regroupé... tous les centres de gestion, on s'est mis tous autour de la table, on a mis ensemble nos données et on a extrait ensemble avec une certaine rigueur d'analyse sur ces postes. Après, il faudrait creuser, aller plus loin, reprendre peut-être les quartiles les plus favorables et aller voir un peu. Voilà, c'est encore une autre démarche qui est encore qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre. Mais à notre stade, aujourd'hui, voilà, c'est le seul constat qu'on peut vous mettre en avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thierry? Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit sur la luzerne, il y avait une cotation en projection 2022 de 400 euros d'hectare. Et j'aurais aimé savoir, sur le blé, c'est ce que vous avez dit en pourcentage, ça augmente moins que sur la luzerne, mais en valeur absolue, ça a augmenté de combien sur le blé, là, en projection? Excusez, j'ai plus le chiffre en tête. Et je te rejoins Thierry, ça veut dire que pour la rémunération de nos adhérents, je pense que c'est là où tu veux en arriver aussi, effectivement, ça va se tendre. Voilà, ça reste, la situation est compliquée et effectivement, chacun de nos adhérents va falloir qu'il se situe par rapport à des marges brutes, avec toujours cette problématique de la luzerne qu'on a du mal à estimer. Si on prend le rendement moyen, charge moyenne, on passe de 536 à 873, donc 350 € sur le poste fertilisant. Sur le blé. Finalement, il y a un décalage de 50 €, c'est ça, entre la luzerne en fait, globalement, sur les céréales, vous avez le poste azote qui explose. À l'inverse, il y a quand même moins d'intrants PK, puisque souvent, on les a sur les cultures précédentes. Donc voilà. Et par contre, sur les cultures type luzerne betterave, où on a un fort impact de fumure de fond, ça contrebalance finalement. On a un effet presque identique.
si ce n'est que la part des fertilisants dans le coût global est beaucoup plus importante dans la luzerne que dans les céréales, puisque dans les céréales, les autres postes de charge, la méca, les charges de structure, consomment nettement plus de coûts que la luzerne. Là, on voit quand même la difficulté de la filière luzerne, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grosse augmentation des charges, on peut dire peut-être un peu près équivalente entre le blé et la luzerne, c'est 350 ou 400 d'un autre côté, donc bon, ça ne me choque pas plus que ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le prix du blé a fortement augmenté, et nous, il va falloir que sur la luzerne, on soit capable de suivre du qu'on peut faire, mais enfin, c'est une inquiétude. Après, c'est un effet de marché. Alors moi, le marché, je laisserai les avec professionnels du marché en parler. Avec des coûts de déshydratation qui dépendent évidemment de l'énergie. Vous connaissez tous la situation actuelle. Mais c'est sûr que vu l'inflation des coûts, y compris de l'énergie, vous avez raison, on peut se poser des questions quand même. On arrive au terme de l'intervention. Une autre question peut-être parmi l'Assemblée? Pas d'autres questions. Marie-Hervé, merci beaucoup pour votre intervention. Encore une fois, désolé pour l'aspect technique des choses. Voilà, merci pour votre intervention.